Invité du grand entretien ce matin, Ramayad, vice-présidente de l'UDI, ancienne ministre. À mes côtés, Nadège Pulja-Kerman. Ramayad, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La semaine a été dominée par l'annonce qui a surpris tout le monde d'une reprise des relations diplomatiques entre Washington et la Havane. Il y a eu des critiques de la part du Congrès, de la part d'anciens opposants qui jugent que le président Obama a cédé devant la dictature des frères Castro. C'est une bonne nouvelle diplomatique, Ramayad. C'est une bonne nouvelle pour les droits de l'homme, vous qui avez été secrétaire d'État aux droits de l'homme. Je pense que c'est un événement historique à mettre incontestablement au crédit de la présidence Obama, mais qui ne doit évidemment pas dédouaner le régime castriste, puisque à Cuba, il n'y a toujours pas de liberté de presse, pas d'élection libre, et le 14 décembre dernier, lors de la Journée internationale des droits de l'homme, 32 personnes, en fait des épouses de prisonniers politiques, les dames en blanc qui manifestaient, ont été arrêtées par le régime castriste. Donc Obama doit exiger de Cuba des avancées en matière de droits de l'homme et démocratique, évidemment. Et le président Obama, cette semaine, a également durement critiqué la décision de Sony de ne pas diffuser son film « L'interview qui tue ». On est dans un autre registre. Alors, cette interview, c'est un faux interview, bien sûr, d'un vrai dictateur, celui de la Corée du Nord. Il dit que c'était une erreur de ne pas diffuser ce film. Est-ce que vous partagez son avis ? Écoutez, je ne peux pas me prononcer, je ne connais pas ce film, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas, mais je pense que... Mais sans connaître le film, Madame Yad, peut-être que le fait que Sony ait, en fin de compte, résisté, enfin, justement, n'ait pas résisté au chantage, ait démissionné, ait accepté de ne pas diffuser son film, comme le lui demandait le maître chanteur. Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que aussi bien les États-Unis sont un État souverain, Sony est une entreprise qui fait ses choix de manière autonome et qu'un régime n'a pas à imposer la diffusion d'un film, d'un spectacle, etc. C'est une question de principe, sauf si quelque chose tombe sous le coup de la loi. Est-ce le cas ici ou pas ? Il faut avoir vu le film pour le savoir. Mais je ne peux pas me prononcer sur le fond et le contenu. D'ailleurs, personne, on parle beaucoup de cette histoire, mais pour se prononcer définitivement, il faut avoir entendu ce dont il retourne. Alors, il y a un pays qui doit être satisfait des problèmes entre la Corée du Nord et les USA, c'est la Russie. La Russie qui est au bord de la faillite. Est-ce qu'il faut continuer la pression diplomatique, la pression économique sur ce pays ? Écoutez, moi j'ai plutôt le sentiment que Vladimir Poutine est profondément affaibli en ce moment. Affaibli par ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ce qui se passe à Cuba, c'est-à-dire un rapprochement entre Cuba et les États-Unis, affaiblit évidemment l'influence de Moscou dans la région latino-américaine. Et puis l'affaiblissement de Poutine vient aussi du fait que les sanctions économiques mises en place par les États-Unis et l'Europe, sur lesquelles beaucoup étaient dubitatifs, sont en train de prouver leur efficacité. Je précise quand même qu'en 3 mois, le rouble a perdu 40% de sa valeur, les risques inflationnistes sont réels, la balance commerciale risque d'être aussi déficitaire, le prix du baril est en baisse et d'ores et déjà, la croissance sera nulle en 2015, au point qu'aujourd'hui, Poutine s'accroche aux oligarques en leur demandant de rapatrier leurs capitaux, ce qui ne permettra évidemment pas de redresser la situation économique russe. Donc aujourd'hui, je dirais plutôt l'inverse par rapport à votre question, c'est-à-dire que Poutine est dans une période de profond affaiblissement avec les sanctions et puis l'isolement lié à ce qui se passe à Cuba. Mais on a raison, nous, d'insister sur les sanctions, justement, qui mettent le pays au bord de la faillite. On a tellement raison que ça a été, ces derniers jours, une nouvelle batterie de sanctions ont été prononcées, notamment autour de la Crimée, où évidemment tout ce qui relève du tourisme, tout ça a été profondément limité. Il y a quand même vous avez quand même vu se développer ces derniers mois des incursions militaires à tendance annexionniste, quand même. C'est ce qui s'est passé. Vous parlez de l'Ukraine, là. Avec l'Ukraine. Parce qu'en Crimée, il y a eu un référendum. La population a demandé son retour, parce que son retour à la Russie, elle a toujours fait partie de la Russie d'ailleurs. Il y a eu des
des observateurs, si vous vous rappelez, internationaux, le référendum a été une farce. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il y a un référendum si aucune garantie démocratique, transparence, d'équité n'est apportée à ce référendum. Donc ce qui se passe aujourd'hui se passe au cœur de l'Europe. Vladimir Poutine se sent en situation de force tant qu'il n'y a pas de réaction en face. Les sanctions économiques sont en train de démontrer à travers ce qui se passe, évidemment au niveau du rouble et plus largement de la balance commerciale, que ces sanctions ont une efficacité. Alors, le tribunal européen a annulé mercredi dernier l'inscription du Hamas dans la liste des organisations terroristes pour vice de procédure. On s'aperçoit de ce vice de procédure 12 ans après. Il manquerait des preuves, paraît-il, attestant que cette organisation est terroriste. C'est sérieux, Ramayad, ou est-ce qu'on est en train de préparer, après le vote de l'État palestinien, des relations avec le Hamas ? Moi, cette décision, elle est passée un peu inaperçue, mais personnellement, c'est une décision qui m'a surprise. Et je la trouve même ridicule, pour tout vous dire. Elle vous a surprise, elle vous a choqué également ? Oui, parce qu'une histoire de vice de procédure, c'est ridicule pour justifier une décision aussi importante. Où l'Union européenne prend une position politique assumée par rapport au Hamas, où elle ne le fait pas, et ce n'est pas un tribunal, 11 ans après l'inscription du Hamas dans cette liste terroriste, de le faire en catimini. C'est une décision politique qui doit pouvoir décider de l'inscription ou non du Hamas dans une liste terroriste. Pas un tribunal, et a fortiori pas pour des raisons procédurales. C'est absolument ridicule. Et ça nous ridiculise en tant qu'Européens. Et d'ailleurs, la Commission a vite fait de dire que l'Union européenne considérait toujours le Hamas comme une organisation terroriste et envisageait de faire appel de cette décision de ce tribunal. Et surtout, ce qui est quand même important, c'est de maintenir les mesures à l'encontre de ce mouvement, comme le gel des fonds et tout ça. Mais c'est quand même, on est dans une situation absolument sidérante où l'Europe est un nain politique tellement petit qu'on en est arrivé à ce qu'un tribunal, de manière surprenante, décide pour une histoire de vice de procédure de prendre une décision profondément politique. Mais comment ça se fait qu'on accepte d'être ridiculisé comme cela ? Ça, c'est la faiblesse politique de l'Union européenne. Voilà, c'est la technocratie qui n'est pas seulement administrative, mais manifestement aussi judiciaire, qui a conduit à ce que l'Europe se soit fait déposséder de sa souveraineté politique, en quelque sorte, par une prise de décision qui nous vient d'un tribunal. Et tout ça, on a vu des avocats des partis différents donner leur opinion, s'enthousiasmant pour les uns, pour les autres, réfutant cette sortie de la liste, mais et la Commission européenne disant mais non, le Hamas est toujours dans la liste terroriste. C'est absolument incroyable. Et on n'a pas vu beaucoup de, pardonnez-moi, en dehors de votre réaction ce matin, on n'a pas entendu beaucoup de réactions des différentes chancelleries, parce qu'en plus d'être ridicule, on décide finalement qu'il y a un gel des avoirs pendant 3 mois, le temps d'attendre que les différents États donnent des précisions sur le terrorisme supposé du Hamas. Et que les possibilités d'appel soient épuisées. Donc ça, c'est absolument... Mais encore une fois, je n'ai pas de mots pour qualifier ça. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que cette décision était passée un peu inaperçue. Mais quand je l'ai vue passer de manière assez surprenante, j'ai été surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Et est-ce que nous sommes dans un excès de procédure qui a conduit un tribunal dans son coin à prendre cette décision 11 ans après, comme ça en passant, enfin quand même, ou est-ce qu'il y a malice dans cette histoire? Est-ce qu'il y aurait une tentative de faire passer une décision politique via un vice de procédure par l'Union européenne? C'est une vraie question. Il faut que l'Union européenne apporte des clarifications par rapport à cela. Et je demande aussi que la France, l'État français, le gouvernement français, donne son avis, sa position, et une position ferme par rapport à cette inscription du Hamas sur la liste terroriste, comme c'est le cas depuis 11 ans. C'est évident que c'est le gouvernement français de prendre une position officielle par rapport à cela et de marquer cette position officielle auprès des autorités européennes. Madame Yann Éric Zemmour vient d'être licencié de iTélé. À votre avis, c'est un délit d'opinion ou bien est-ce que iTélé a eu raison? Oui, iTélé a bien fait. C'est une décision même courageuse de la part de cette chaîne de télévision. La liberté d'expression n'a rien à voir ici.
on se trompe de débat. Et il ne s'agit même pas d'être en accord ou en désaccord politique avec ce que dit Éric Zemmour. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que dit le Front National ou ce que dit le PS. Ce n'est pas pour autant qu'il faut leur interdire l'accès aux médias ou le débat. Hein. Personne n'empêche Zemmour de débattre. D'ailleurs, vous allez dans une librairie, vous achetez des Zemmour, en l'interdisant en antenne, télévision. on refuse qu'il débatte. On ne peut pas dire le contraire. Si on Non, le l'interdit problème avec Zemmour, il est de ailleurs. parler... Allez-y, je vous en prie. Non, je veux dire que si on interdit à Zemmour d'être à iTélé et puis peut-être demain au Figaro ou à RTL, on lui interdit le débat. Non, le problème avec Zemmour, c'est pas le débat ou la liberté d'expression. C'est qu'il a tenu des propos qui tombent sous le coup de la loi. C'est ça le problème. Comme lorsqu'il a été condamné il y a quelque temps pour provocation à la haine raciale. iTélé a tout à fait le droit quand même de ne pas vouloir se soumettre à des poursuites judiciaires. Vous savez qu'il n'a pas prononcé le mot déportation. Quand vous disiez l'interview, je ne sais pas si au-devant de la loi, il est répréhensible parce qu'il n'a pas employé des mots. C'est pas l'interview, l'interview dans le journal italien Corriere della Sera qui est mise en cause. C'est pas là-dessus, au contraire. Le journal, le média iTélé a voulu en savoir plus et donc, plutôt qu'un débat, a donné la parole exclusivement à Éric Zemmour par le biais d'une interview qui n'a d'ailleurs pas été diffusée et je le regrette. Et lors de cette interview par Olivier Galvi, eh bien, il semblerait, d'après le journaliste, qu'il soit allé encore plus loin dans ses propos et que ça tombait sous le coup de la loi et que la télévision n'avait pas envie de faire l'objet de poursuites judiciaires. C'est bien son droit quand même, c'est une chaîne de télévision privée. Bon, et donc la question n'est pas est-ce qu'il a le droit de débattre, pas débattre, de s'exprimer ou pas de s'exprimer. Il s'exprime partout depuis 10 ans, sur toutes les radios, tous les journaux papier, toutes les télévisions de France et de Navarre. Donc c'est pas ça le problème. Et il continuera à le faire d'ailleurs. La difficulté, c'est quand on dit des choses qui tombent sous le coup de la loi. Vous dites que dans cette interview, il y avait des choses qui tombaient sous le coup de la loi. Comme vous dites, le problème, c'est que nous, on ne peut pas en juger puisqu'on n'a pas cette interview. C'est ce que dit iTélé, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce serait formidable qu'iTélé permette à chacun de se faire une opinion à travers la diffusion de cette interview. Mais plus largement, il y a déjà eu des précédents. Je rappelle encore une fois que Éric Zemmour a été condamné pour provocation à la haine raciale. Moi, j'ai fait hier le parallèle avec l'affaire Dieudonné, les shows de Dieudonné. J'ai pris fortement position contre les spectacles de Dieudonné et défendu, approuvé les interdictions par Valls de ces shows. Et ça m'a valu bien des ennuis, croyez-moi. Mais pour une seule raison, parce que quand on dit des choses qui tombent sous le coup de la loi, eh bien on ne peut pas servir de véhicule à ces propos-là. Pour le reste, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, mais dans la limite de la loi. On ne peut pas demander la sévérité pour la délinquance et ceux qui violent la loi et se permettre soi-même d'être en dehors de la loi. Ce n'est pas possible. Alors, un mot sur l'immigration, puisque ça constitue l'essentiel du livre d'Éric Zemmour, qui reproche d'ailleurs aussi bien à la droite qu'à la gauche de n'avoir pas su maîtriser l'immigration. Sur la cité de l'immigration qui a été inaugurée cette semaine, vous avez dit que vous regrettiez que ça n'ait pas été inauguré par Sarkozy. Il aurait dit des choses différentes de ce qu'a dit François Hollande ? Oui, je pense qu'il aurait dit des choses différentes, mais enfin, quel que soit ce qu'ils disent, le problème est le même. L'immigration ne doit pas être tabou. Il y a incontestablement aujourd'hui un malaise d'une partie des Français vis-à-vis de l'immigration. Et je distinguerai entre les migrants qui, eux, ne dérangent personne et qui arrangent même l'économie française, parce que voilà, ces employés-là occupent des postes que personne ne veut occuper. Je différencierai des enfants français d'origine immigrée qui, eux, focalisent ce malaise, justement, à travers l'islam, la remise en cause de la laïcité, etc., etc. Et c'est sur cette question-là qu'il faut agir, et à mon avis, elle ne relève pas de la question migratoire, mais de la question de l'intégration. La République a été lâche pendant des décennies, sous prétexte de promouvoir le droit à la différence. On a laissé le communautarisme se développer et pour remettre en cause la laïcité. Il faut que la République retrouve ses valeurs et s'exprime fermement vis-à-vis des populations françaises, encore une fois, issues de l'immigration, qui remettent en cause ces principes-là.
Alors, il y a eu, Ramayad, une rencontre jeudi dernier entre les présidents de l'UMP et de l'UDI pour les élections de 2015. Il y aura des accords partout pour les départementales et pour les régionales, y compris en Île-de-France, où vous allez conduire probablement une liste. Écoutez, moi je ne suis pas candidate au cantonal et je suis candidate plutôt à l'investiture aux élections régionales fin 2015. Mais concernant les cantonales, effectivement, on a vu le président de l'UDI rencontrer Nicolas Sarkozy et dire que c'était l'union partout. Bon, moi je n'ai pas très bien compris pourquoi tant de précipitation de la part Il n'a de pas dit quelqu'un union qui a... partout, hein. Il a dit qu'il y aurait des listes communes, mais il n'a pas dit que ce serait l'union partout, hein, pour les Alors, départementales. moi, on aimerait savoir où, comment, quand, parce que, évidemment, on n'a pas d'informations. C'est un peu paradoxal de vous dire ça, alors je suis membre de ce parti, mais comme le fonctionnement Vous depuis êtes même quelques sa semaines est vice-présidente. celui-là, nous n'avons pas d'informations de savoir où c'en est pour les départementales. Vous voulez dire que M. Lagarde, le président du DI, ne Ne tient consulte pas au... ne tient pas compte de ce que pense sa vice-présidente, par exemple? Non, moi je ne sais même pas si je suis encore vice-président de l'UDI, puisqu'il définit son équipe définitivement au mois de janvier. Jusqu'au Donc mois nous de sommes janvier, un vous peu en l'êtes alors? suspens de tout cela et nous aimerions bien fonctionner de manière plus collective et plus transparente, évidemment. Et c'est une question qui se pose. Alors, est-ce que vous serez d'ailleurs de nouveau candidate pour être vice-présidente de l'UDI? Alors, bien sûr, moi je ne cherche pas à changer de fonction, je ne demande rien de particulier, rien de plus. Ce n'est pas une fonction qui donne des droits ou des privilèges particuliers, il n'y en a absolument aucun, au contraire, ce ne sont que des charges et des responsabilités. Donc moi je veux jouer mon rôle pleinement dans un parti que j'ai contribué à fonder aux côtés de Jean-Luc Borloo il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Alors, la primaire est encore loin, mais tout le monde en parle déjà. Vous, personnellement, Ramayad, vous souhaitez une candidature commune, là, ce coup-ci, entre l'UMP et l'UDI pour 2017? Écoutez, moi je pense que quand on a un parti politique, quand on l'a créé, qu'on prétend gouverner le pays, on présente son candidat. Parce qu'on parle aux Français, on leur présente un projet politique. Bon. Et de manière autonome. La question, elle est plutôt dans la capacité de l'UDI à avoir un candidat à la présidentielle. C'est la seule question qui vaille. C'est-à-dire qui, dans cet espace politique, est susceptible de porter les couleurs du centre-droit dans une élection présidentielle. Les 2 années qui viennent nous permettront peut-être de le dire. Si tel n'est pas le cas, parce que personne n'émerge ou que les uns et les autres n'ont pas assez de notoriété, eh bien, à ce moment-là, on sera tiraillé, évidemment, et sous pression pour faire des candidatures communes avec l'UMP. Et le retour de Nicolas Sarkozy, d'une manière générale, vous le jugez comment? Vous pensez que c'est une bonne chose pour la droite et pour le centre droit aussi? Pour la droite, pour le centre droit, écoutez, tout ce qui renforce l'opposition, c'est très bien. La question donc est-ce que le retour de Nicolas Sarkozy aide l'opposition? Moi, je trouve quelle est votre réponse? Je trouve qu'il a fait une très mauvaise campagne interne, mais qu'il a eu un bon score au final, ce qui est assez miraculeux. Et qu'au fond, le plus dur commence. Je pense que s'il n'aura pas de difficulté à convaincre les militants UMP, il fera en sorte, puisqu'il tient l'appareil politique, d'avoir des militants qui lui soient dévoués et fidèles. Convaincre les Français, c'est une autre histoire. Et on ressent encore beaucoup de ressentiment, beaucoup de colère même, de la part des Français qui n'ont pas voté pour lui, et même parmi ceux qui avaient voté pour lui en 2007 notamment, qu'il va falloir vraiment surmonter, et ce ne sera pas de la tarte. Apparemment, pour vous, c'est pas le meilleur candidat de la droite et du centre droit pour 2017. Vous verriez plutôt Juppé, Alain Juppé, François Fillon? Non, non plus. Moi, je ne dis pas ça. Je regrette profondément qu'on en soit toujours au même point dans notre système politique, c'est-à-dire au retour de ceux que les Français ont remerciés. Voilà. Et tout ce que vous venez de citer correspond à ce profil. L'inertie du système est telle qu'on voit toujours, à chaque élection présidentielle, les mêmes revenir et être à nouveau candidats.
Ça, moi, je compte beaucoup et j'ai beaucoup d'espérance dans le fait que les mouvements citoyens vont se développer pour permettre à des personnalités nouvelles d'émerger dans la vie politique. Parce que l'expérience des hommes que vous venez de citer est absolument intéressante, utile, mais elle n'est pas suffisante pour relever les défis de la modernité auxquels la France est aujourd'hui confrontée. C'est ça la difficulté. Regardez Obama qui a à peine la cinquantaine, qui va quitter la présidence américaine après 2 mandats. Regardez ce qui se passe en Italie avec Matteo Renzi. Regardez les jeunes générations qui se sont succédées en Angleterre avec Tony Blair, qui semblent déjà venir de très très loin. Eh bien, cette inertie, elle avantage l'extrême droite et Marine Le Pen, qui du coup apparaît comme le symbole du renouvellement. Donc moi, ce que je pense, c'est que ces personnalités que vous venez de citer, très bien, ils ont certainement de grandes qualités, sauf que ce qu'on attend d'eux, c'est est-ce qu'ils sont capables de faire des propositions capables, susceptibles de permettre à la France de se redresser. Je comprends bien ce que vous dites, mais est-ce que la relève, elle est là? La relève est quelque peu brimée, on va dire. Puisque la relève aurait dû prendre la succession après 2012, c'est-à-dire dès la défaite présidentielle. Et manifestement, ça ne s'est pas fait, puisque tous les autres sont revenus et ont repris l'ascendant et le leadership. Voilà, parce que nous sommes dans des systèmes politiques très conservateurs où leur mode de fonctionnement est tel qu'elles ne permettent pas de faciliter l'émergence de nouvelles personnes. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi je plaide maintenant pour qu'on passe à une 6e République, c'est-à-dire qu'on rende les choses moins sclérosées, plus transparentes, plus citoyennes et plus ouvertes. Alors, Le Monde, en date du dimanche lundi, titre sur l'Élysée, nid d'espions, point d'interrogation, et des proches du chef de l'État suspectent l'entourage de Nicolas Sarkozy d'être à l'origine des fuites sur la vie privée de François Hollande. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je suis un peu sceptique parce que tout ça, les histoires d'espionnage, de vie privée, de photos volées, c'est absolument très loin des préoccupations des Français. Je pense qu'il est tout à fait légitime que le président, lorsqu'il est élu, s'entoure d'hommes fidèles, d'hommes et de femmes fidèles, loyaux, qui sont à son service. Parce que c'est la sécurité de l'État qui est en jeu. Et j'espère que tout ce dont on parle relève précisément de la sécurité de l'État et non pas d'histoires de vie privée, d'instrumentalisation des services de l'ordre à des fins personnelles, etc. Moi, c'est cette limite-là qui m'importe. Légitimité pour la sécurité du chef de l'État, tout ce qui relève de l'instrumentalisation n'a pas sa place dans le débat public. Dernière question, Ramayad. Un rapport de l'association Terra Nova préconise la légalisation du cannabis avec l'argument que les politiques de lutte ont échoué et que légaliser rapporterait en plus 2 milliards d'euros à l'État. C'est un argument qui vous paraît, convaincant ? Je trouve ça totalement stupide. C'est-à-dire que l'État s'enrichirait finalement avec l'argent de la drogue. Je trouve ça immoral et hypocrite. En plus, le cannabis, on peut m'expliquer tout ce qu'on veut, c'est nocif pour la santé. On ne va pas m'expliquer que le cannabis, c'est bon pour la santé. Voilà, c'est nocif pour la santé. Ça envahit les poumons, ça se fixe dans les graisses du cerveau et ça reste là longtemps. Il n'y a rien qui l'arrête. L'alcool, c'est dangereux, mais l'alcool est ingéré par le système digestif. Donc je ne suis pas de ceux qui pensent que le cannabis, c'est pas si grave. Et que l'État s'enrichisse avec l'argent de la drogue, c'est immoral et hypocrite. Et si on pense que il faut légaliser pour des raisons de ce genre, dans ce cas-là, on peut aussi penser à légaliser l'héroïne et d'autres drogues. Une drogue. Ramayad. Jamais douce. Jamais douce. Merci Ramayad, ancienne ministre, vice-présidente de l'UDI, d'avoir été ce matin l'invité du CJ.info. C'est ma dernière émission. Merci de votre fidélité depuis longtemps au Grand Entretien. Bonne fête de Hanouka et bonne fin d'année à tous.